Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 48e épisode d'une semaine en comics, dans lequel on va passer en revue quelques sorties de cette semaine. Et on commence par la sortie du mois de chez Delirium, Skis en terre étrangère, d'Alan Moore et Jim Bakey. Un récit qui était paru il y a quelques années chez Soleil dans la série Les Archives d'Alan Moore, et qu'on retrouve donc aujourd'hui dans la série Alan Moore Les années 2000 AD, où sont déjà parus Future Shocks et La balade d'Halo Jones. Alors, avant tout, une précision, notamment pour corriger ce que j'annonçais dans la vidéo consacrée aux sorties de mars. Il s'agit ici du récit complet réalisé par Alan Moore et Jim Bakey. Il ne s'agit pas d'une intégrale Skis, et on ne trouvera donc pas la suite qui était réalisée par le seul Jim Bakey. Ça veut dire aussi que, contrairement à ce qui est annoncé sur certains sites, il ne s'agit pas d'un album de 288 pages, mais de 120 pages. Skis, c'est l'histoire d'un extraterrestre, traducteur de son état, dont le vaisseau spatial va s'écraser sur Terre et qui va devoir essayer de survivre dans une situation très compliquée. Et j'ai à peu près tout dit. Je pourrais rajouter que son vaisseau s'est écrasé à proximité de Birmingham, et que c'est là qu'il va découvrir ce qu'est l'humanité, à la fois ses meilleurs et ses pires aspects. En résumant encore plus sommairement, on pourrait dire que Skis, c'est E.T. écrit par Alan Moore. Les deux œuvres datent d'ailleurs à peu près de la même époque, mais l'une n'a pas influencé l'autre. L'écriture de Skis a été entamée avant la sortie en salle d'E.T., mais l'histoire a été publiée après. Et à propos de publication, Skis a donc été publié en feuilleton dans 2000 AD, ce qui explique le découpage du récit en très courts chapitres de 4 ou 5 pages, et donc son rythme assez particulier. Clairement, Skis, c'est pas une histoire arrangée parmi les œuvres majeures d'Alan Moore. On est plutôt là face à une œuvre de jeunesse, mais ça n'en reste pas moins une très chouette histoire qui fonctionne en premier lieu grâce à ses personnages. On a donc Skis, à travers les yeux duquel on découvre la société humaine, et qui est effaré et terrifié par toute la violence qu'il constate au quotidien. Skis, c'est l'extraterrestre ou l'étranger dans le rôle classique de celui qui peut porter un regard extérieur et nouveau sur notre société pour en souligner toutes les absurdités. À côté de lui, on a Roxy, qui est une gamine de 15 ans et qui va être la première à croiser le chemin de Skis et qui va lui venir en aide. Et quand tu as 15 ans, c'est pas forcément le truc le plus simple à faire, surtout si tu essaies de le faire discrètement. Elle va recevoir l'aide de deux autres personnages, Loz et Cornelius, deux types un peu dans la galère. Ils sont au chômage et ils vont se retrouver à leur tour embringués dans cette histoire. Et alors, Cornelius en particulier, c'est vraiment l'élément comique du récit. C'est un personnage qui, clairement, il n'a pas l'électricité à tous les étages. Il peut avoir des accès de colère très violents, mais au fond, c'est un type avec un cœur en or. Et puis, face à eux, on a Van Owen, qui lui est envoyé par le gouvernement sur les traces de Skis, et lui, par contre, c'est une caricature de salopard au dernier degré. Et c'est lui qui va pousser le récit dans une course permanente. Et donc, tout ça nous donne un récit vraiment très chouette, rempli de bonnes idées. Parmi celles que j'ai pas citées, il y a aussi tout ce qui concerne le monde d'origine de Skis, qui est vraiment très différent du nôtre, et qui est volontairement incompréhensible par tout un tas d'aspects. Et puis, dernière qualité, et non des moindres, c'est les planches de Jim Bakey. J'avoue que c'est pas un artiste que je connais particulièrement bien. J'ai lu assez peu de choses de lui, mais vraiment, il réalise un très chouette boulot,
assez réaliste, avec juste la touche d'exagération nécessaire pour rendre au mieux les émotions de ces personnages. Y compris Skizz d'ailleurs, en préface et en postface, on lui explique à quel point il était difficile de trouver le look du personnage pour qu'il soit, en gros, ni trop effrayant, ni trop mignon. Donc, encore une fois, c'est pas à classer parmi les œuvres majeures d'Alan Moore, mais du coup, c'est peut-être une œuvre qui est plus abordable pour celles et ceux qui voudraient découvrir le scénariste, et dans tous les cas, ça reste vraiment une très chouette lecture. En bonus à cette édition, on a une introduction par Jim Bakey. On a aussi à la fin quelques couvertures et quelques planches originales. Et puis, pour finir, on a quelques mots d'Alan Moore sur la naissance du projet. L'album, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait 120 pages grand format, 22 par 30 cm. Il est au prix de 20 €. Et la traduction est signée Alex Nikolavitch. On passe chez Urban Comics avec le tome 2 de Love Everlasting de Tom King et Elsa Chartier. Le tome 1 était paru l'an dernier, il était proposé dans un premier temps au prix de découverte de 10 €. J'en ai parlé au moment de sa sortie. Deuxième tome, donc, dans la lignée du précédent, c'est-à-dire que King et Chartier continuent de revisiter le genre des romance comics dans un cadre postmoderniste. Dans le premier tome, on suivait John Peterson, qui passait de vie en vie et d'amour en amour, tout en conservant le souvenir de ses existences précédentes. On rencontrait aussi un cow-boy masqué avec la sale manie de venir la buter régulièrement. Et puis, tout ça nous donnait une histoire vraiment étrange et intrigante. Ce deuxième tome est, dans une certaine mesure, moins déroutant. D'abord parce que tous les éléments les plus bizarres du premier tome sont ici plutôt relégués au second plan. Et ensuite parce que on va suivre ici pour l'essentiel une seule histoire qui va s'étendre sur l'ensemble de l'album. Cette fois, John Peterson est plus en quête perpétuelle de l'amour. Elle va rencontrer un homme, Don, qui est, d'un certain point de vue, c'est l'archétype de l'homme parfait américain des années 50-60, et cet homme, elle va l'épouser, elle va fonder un foyer avec lui, elle va avoir des enfants, etc. Et on va suivre leur histoire sur plusieurs décennies. Du coup, là, on est vraiment en plein romance comics. Sauf que, évidemment, il y a tout un tas de choses qui vont venir faire dérailler cette histoire et vont l'empêcher de couler paisiblement. Déjà parce que on est bloqué dans une sorte de présent perpétuel. L'histoire a beau se dérouler sur plusieurs décennies, tout se passe en fait en 1963. La rencontre de John et Don, 1963, leur mariage, 1963, la naissance de leurs deux enfants, 1963 et 1963, etc. Dans les autres bizarreries, on a évidemment le cow-boy masqué qui est jamais très loin, et puis on a d'autres éléments qui ont été révélés à la fin du premier tome et qui refont leur apparition, même s'ils interfèrent pas vraiment avec le récit. Et puis, surtout, on a John Peterson elle-même, le regard qu'elle porte sur sa situation, sur son mariage, sa vie de couple et sa vie de famille, et la perception qu'elle en a. Et on se doute bien que, de son point de vue, tout n'est pas aussi rose que ça en a l'air. En ce qui me concerne, Love Everlasting, ça continue d'être un titre que j'aime beaucoup. Je suis loin d'être le plus grand fan de Tom King. Si vous suivez la chaîne, vous avez pu vous en rendre compte, je pense. Mais sur ce titre, pour l'instant, je trouve son travail vraiment intéressant. La manière dont il remet en lumière un genre
quasiment disparu aujourd'hui, et puis la manière surtout dont il utilise ce genre pour interroger les relations entre les hommes et les femmes, dans un cadre qui se veut idyllique et qui, en vrai, est quand même loin de l'être. Et puis, il y a tout le côté méta qui fait baigner cette histoire dans une ambiance d'étrangeté permanente. Et puis, cerise sur le gâteau, mais c'est encore plus et c'est encore mieux que ça, il y a les planches d'Elsa Chartier, qui est juste parfaite pour ce genre de récit, et qui est capable de mettre en scène tous les clichés qu'invoque ce genre d'histoire, mais pour mieux les tordre et pour les faire basculer dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant et souvent de beaucoup plus violent. Pour l'instant, je sais toujours pas vers quoi nous emmène le scénario de Tom King, mais en attendant, je trouve que le voyage est franchement réjouissant. Ce tome 2 fait 136 pages, format 17 par 26. Il est vendu 17€, et la traduction est signée Arnaud Tomasini. On reste chez Urban avec le tome 3 de Batman Nocturne, de tout un tas de monde. Au scénario, Ramvi, ça reste l'architecte principal, mais on a également Simon Spurrier et Dan Waters sur les backups et sur les 2 épisodes de Night Terror. Et au dessin, on a pas moins de 11 artistes crédités. Pour 5 épisodes de Detective Comics, plus les 2 de Night Terror, ça fait quand même un peu beaucoup. Alors, ok, on a effectivement du très beau monde au sommaire. Ivan Reis, Stefano Raffaele, Francesco Francavilla, Aaron Campbell et d'autres. Mais bon, quand sur un même récit, tu as et Ivan Reis et Francesco Francavilla, ça peut pas donner une unité graphique à cette histoire. Après, le fait est que l'histoire de Ramvi part dans tellement de directions différentes, avec quantité de sous-intrigues qui mettent en scène quantité de personnages. L'unité, pour l'instant, c'est clairement pas le souci du scénariste. Et c'est un petit peu ce qui me chipote depuis le début de ce run. Ramvi brasse énormément de choses. Chaque événement qui a lieu aboutit à plusieurs ramifications qui elles-mêmes vont donner naissance à d'autres sous-intrigues, le tout sur plusieurs époques. C'est quand même assez facile de se perdre dans tout ça. Et puis surtout, on se demande bien comment Ramvi va pouvoir faire pour relier tous ces bouts d'histoire et aboutir à quelque chose de cohérent, sans abandonner en route les 3/4 de ce qu'il a mis en place. Côté intrigue principale, on continue de suivre les manigances de la famille Orgam pour prendre possession de Gotham City, et puis les tentatives un peu désespérées de Batman pour les en empêcher. Clairement, le père Batman, on le sent à la peine ici, c'est clairement pas lui qui est aux commandes. Il peut pas faire mieux que réagir et tenter de sauver les meubles, mais on a l'impression qu'il a quand même sans arrêt 3 coups de retard sur ses adversaires. Donc, il subit, il encaisse plus ou moins bien, et il s'en prend plein la tronche. Au bout de 3 tomes, j'en suis un peu toujours au même point. Je sais pas vraiment quoi penser de cette série. C'est clairement ambitieux, il y a de la part de Ramvi la volonté de revisiter toute la mythologie de Batman, et aussi celle de Gotham City. Et en même temps, ça part tellement dans tous les sens que l'intrigue principale, elle progresse quand même assez peu d'un tome à l'autre. Je crois bien qu'il va falloir attendre d'arriver au bout de cette histoire pour vraiment pouvoir mesurer si ça valait le coup ou pas. En attendant, je continue de m'accrocher et je continue d'y trouver des choses intéressantes et réussies. Il y en a d'autres qui me laissent beaucoup plus sceptique, mais bon, dans tous les cas, je vous tiens au courant. Et donc, en plus des épisodes de Detective Comics, on a aussi les 2 épisodes de Night Terrors, écrits par Dan Waters et dessinés principalement par Riccardo Federici. Le personnage central de ces épisodes, c'est Jim Gordon, qui se met donc à cauchemarder, c'est le principe des Night Terrors, et qui se retrouve à enquêter sur 3 citoyens de Gotham qui ont passé
un pacte avec une force surnaturelle. Et ben ça donne un récit très étrange, onirique, tendance horrifique, et au moins de ce point de vue, Riccardo Federici, il est assez parfait pour donner à voir tout ça. Ça donne quelques images vraiment saisissantes, que ce soit les créatures que Gordon poursuit, ou quand il commence à se rendre compte qu'il est littéralement en train de tomber en morceaux. Côté scénario, hormis le côté justement spectaculaire de certaines séquences, on a quelque chose qui est quand même assez verbeux, qui essaie de faire le portrait d'un Jim Gordon qui se bat en sucette, au propre comme au figuré, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez confus. À mon avis, ça mérite d'être lu davantage pour les planches de Federici que pour l'histoire de Dan Watters. Tout ça nous donne un tome 3 quand même assez épais, 264 pages, même format que Love Everlasting, 17 par 26. Le prix est de 24€ et la traduction est de Thomas Davier. On va terminer avec un titre qui n'est pas sorti la semaine dernière, mais la semaine d'avant, mais je viens seulement de mettre la main dessus, c'est Groovy Death Trip de Josh Simmons. Et alors là, avant que j'ouvre ce bouquin, vous allez être gentil d'aller coucher les enfants, d'éloigner les personnes sensibles de votre écran, et si vous êtes au boulot, allez plutôt fermer la porte de votre bureau. Clairement, là, on n'est pas face à un bouquin à mettre entre toutes les mains. En ce qui me concerne, c'est une découverte totale, j'avais jamais lu Josh Simmons avant, et je me suis quand même pris une vilaine baffe dans la tronche. Alors, c'est pas son premier bouquin paru en France, loin de là. Il est publié par les éditions Hubert, qui avaient publié avant ça au moins 2 autres titres. Et d'ailleurs, en même temps que ce Groovy Death Trip, ils ont publié un autre titre que malheureusement j'ai pas réussi à choper, j'espère le récupérer la semaine prochaine. Ça s'appelle Dream of the Bat, et c'est une espèce de version pirate de Batman, mais en mode total taré. J'ai vu une vidéo consacrée à la version US de ce titre sur l'excellente chaîne de Jim Rugg et Ed Piscor, cartooniste Kayfabe, et vraiment, c'est un truc dingo. Mais dans le genre dingo, Groovy Death Trip, c'est pas mal non plus. Alors, je vais en feuilleter que quelques pages, parce que là, on n'est clairement pas dans le comic book pour tout public. Je vais me limiter aux premières pages qui sont, dans l'ensemble, à peu près présentables. Groovy Death Trip, c'est un recueil d'histoires qui font entre 1 et une trentaine de pages, et qui sont toutes plus ou moins horrifiques. Parmi les moins horrifiques, on a des choses qui jouent avant tout sur une ambiance dérangeante, parfois malsaine, parfois absurde, souvent un petit peu tout ça à la fois. Et puis, parmi les plus horrifiques, on a des choses vraiment atroces, avec mise en scène de mort limite insoutenable, et puis côté sexuel, ça va encore plus loin. Mais dans ce dernier cas, en fait, le truc est poussé jusque au-delà de l'absurde, et du coup, ça donne carrément un côté comique. C'est tellement too much que ça en devient drôle. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas, mais je doute quand même un petit peu que ça fasse rire tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je trouve ce bouquin vraiment fascinant. J'adore justement le côté jusqu'au boutiste de Josh Simmons, et cet imaginaire totalement barge, et puis la manière dont il le met en scène. Côté dessin, on a souvent quelque chose d'assez minimaliste, mais entre deux récits, on a aussi des illustrations que je trouve assez incroyables, et souvent même assez splendides. Je vais vous trouver ça. Voilà, ce genre de choses que j'avais publié sur Instagram à titre d'exemple, ou bien cette double page que je trouve assez fascinante. Voilà. Pour vous donner une idée de la chose,
Je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je pense que je ferai une vidéo à part où je pourrai rentrer un peu plus dans le détail. Et puis surtout, je compte bien me procurer le reste de la production du monsieur. En attendant, dernière précision sur ce Groovy Death Trip. Le bouquin fait 244 pages dans un joli format 20 par 25 cm. Il coûte 29 € et la traduction est signée Baptiste Neveu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.